Il regarde son reflet dans le miroir, mais l'homme qu'il voit ne lui rend pas son regard. La douceur dans ses yeux a disparu. La chaleur dans sa voix s'est éteinte. Et le silence dans la pièce n'a rien de paisible. Il est dangereux. Pourtant, il n'a pas toujours été ainsi. Avant, il était gentil, présent émotionnellement, patient à l'extrême. Le genre d'homme qui écoutait avant de parler, qui posait des questions plutôt que d'exiger, qui donnait même quand il n'avait plus rien. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Pas de manière brutale, pas dans une trahison spectaculaire, mais dans de petits moments anodins. Des moments où ses paroles étaient ignorées, ses préoccupations balayées d'un rire, sa voix calme reléguée au simple bruit de fond. Au début, il répétait, reformulait, puis il s'est tu. Elle n'a pas crié, elle n'a pas frappé. Elle a juste ignoré qui il était vraiment. Et c'est là que tout a commencé. L'extinction de son expression. Un laboratoire comportemental dans la relation moderne, où l'homme est le sujet et l'indifférence émotionnelle, l'expérience. Chaque fois qu'il posait sa vérité avec douceur, il était accueilli par le silence, le sarcasme ou un regard distrait sur un écran. Chaque fois qu'il s'ouvrait émotionnellement, il se heurtait à une absence. Et son cerveau, incapable de supporter ce vide longtemps, s'est adapté. Pas d'un coup, mais par bribes, un ton plus froid, un mot plus tranchant, un regard plus long. Jusqu'au jour où il a cessé de demander à être entendu pour se rendre impossible à ignorer. Il a haussé la voix, non par envie, mais parce que rien d'autre ne fonctionnait. Et quand elle a enfin réagi, quand elle a levé les yeux pour reconnaître sa douleur, elle a, sans le savoir, achevé le processus. Elle ne l'a pas détruit. Elle l'a reprogrammé. Elle l'a lentement conditionné à abandonner tout ce qui faisait de lui un humain. Sa sérénité, sa raison, sa douceur. Parce que la seule fois où elle l'écoutait vraiment, c'était quand il devenait ce qu'elle disait craindre. La tragédie, c'est qu'elle dit toujours vouloir un homme gentil, mais elle a créé un système où la gentillesse meurt, où seul le bruit perce l'indifférence. Et maintenant, elle sursaute face à l'homme qui la tenait autrefois comme un trésor fragile. Car la version de lui qu'elle a façonnée pour survivre est celle qui l'effraie. Avant de juger un homme en colère, posez-vous cette question. Que devient une âme quand chaque version douce d'elle-même est punie jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un monstre? Il était trop gentil. Le genre d'homme qui marchait sur des œufs émotionnels, non par peur, mais par amour. Un homme qui écoutait pour comprendre, pas juste pour répondre, qui donnait le bénéfice du doute même quand on ne lui en laissait aucun. Il croyait aux discussions calmes, aux secondes chances, à la retenue émotionnelle comme une force. Il avait appris que s'il restait doux, s'il restait bon, l'amour lui rendrait cette même bonté. Mais il n'avait pas compris qu'il entrait dans une guerre où la douceur est un désavantage. Pas une guerre de coups, mais une guerre d'usure. Car lorsqu'un homme comme lui entre dans une relation avec quelqu'un qui ne valorise pas la force tranquille, ses qualités deviennent invisibles. Sa sérénité est prise pour de la faiblesse. Sa patience, pour de la passivité. Son empathie, pour acquise. Et sans qu'il s'en rende compte, il est observé, pas consciemment, mais psychologiquement. Chaque interaction devient une expérience silencieuse, un test de ce qu'il peut tolérer. Elle l'interrompt devant des amis, il sourit et change de sujet. Elle rejette ses idées en plein milieu d'une phrase, il laisse couler, pensant que ça n'en vaut pas la peine. Elle prend des décisions qui l'affectent sans même le consulter, il ravale son inconfort, se convainquant que ce n'est pas grave. À chaque fois qu'il se tait, à chaque fois qu'il choisit la paix plutôt que la friction, il pense bien faire. Mais sous ce silence, il est conditionné. Chaque limite ignorée, chaque préoccupation balayée devient une micro-blessure. Pas assez vive pour crier, mais assez profonde pour laisser une cicatrice. Car l'homme qui s'efforce le plus de rester calme est souvent celui qui est le plus invisible émotionnellement. Il ne fait pas de crise, il n'exige pas d'attention. Il espère juste, en silence, que sa présence discrète sera appréciée. Mais dans un monde programmé pour réagir au bruit, au chaos, à la crise, sa communication respectueuse devient un murmure inaudible. Et ainsi, sans qu'aucun des deux ne s'en rende compte, il entre dans une guerre silencieuse où son ennemi n'est pas elle, mais la prise de conscience croissante qu'il n'existe pas tant qu'il ne sort pas de son rôle. Il continue à se présenter comme un homme bon, mais l'univers le récompense comme s'il était insignifiant. Le piège psychologique, c'est que les qualités qui faisaient de lui quelqu'un d'admirable sont celles qui le font aujourd'hui ignorer.
Pas parce qu'elle est cruelle, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est conditionnée à réagir au feu, pas à la chaleur. Alors, combien de temps un homme peut-il murmurer dans le vide avant de se demander s'il existe encore? Ce n'est pas un moment précis. Pas d'explosion, pas de trahison, pas de verre brisé, juste du silence. Un silence qui se répète encore et encore. Il aborde un sujet avec douceur, respect. Pas pour déclencher une dispute, mais pour préserver le lien. Je me suis senti ignoré quand c'est arrivé. On peut en parler? Ce n'est pas grand-chose, mais ça m'a blessé. Mais ces mots ne trouvent pas d'écho. Ils flottent, s'évaporent comme de la vapeur sur une vitre au matin. Pas de réponse. Ou pire, un regard en coin, un sourire moqueur, une esquive enveloppée de sarcasme. C'est là que commence le conditionnement. Pas intentionnel, pas malveillant, mais mécanique. L'esprit humain n'est pas fait pour supporter une invalidation répétée. Il s'adapte, se transforme, se reconfigure pour survivre. Les psychologues appellent cela le renforcement intermittent. C'est plus dangereux que la cruauté, car cela crée de la confusion. Et dans la confusion, l'identité commence à se dissoudre. Un jour, elle est gentille, le lendemain, elle l'ignore. Parfois, elle écoute, souvent, elle n'écoute pas. Cette imprévisibilité ne lui apprend pas à partir. Elle lui apprend à marcher sur des œufs, car au fond, il ne court plus après l'amour. Il court après une approbation. Comme un rat de laboratoire dans une expérience émotionnelle, il actionne le levier encore et encore. Pas parce que ça fonctionne, mais parce que parfois, peut-être, ça marche. C'est une condition de famine émotionnelle, où un homme apprend que sa voix calme n'a de valeur que si elle s'amplifie. Il parle dans le vide jusqu'à ce que le vide le façonne, jusqu'à ce que ses phrases raccourcissent, que son ton s'aplatisse, que ses yeux oublient comment espérer. Car à chaque fois que sa douceur est ignorée, une part de son identité s'effrite. Elle ne le remarque pas, lui non plus, mais l'espace entre change. Elle ne se rend pas compte qu'elle réagit plus quand il hausse le ton, quand il coupe une phrase par frustration, quand ses yeux ne supplient plus, mais transpercent. Mais son esprit, lui, tient les comptes. Il enregistre chaque fois que sa chaleur a échoué, chaque fois que sa douceur lui a fait mal. Et il commence à remplacer l'homme qu'il était par celui qu'elle a, sans le vouloir, façonné. Ce n'est pas une évolution émotionnelle. C'est une érosion de caractère. Il ne se réveille pas un matin en colère. Il se réveille fatigué. Fatigué d'être calme dans un monde qui récompense le chaos. Fatigué d'être ignoré par quelqu'un qui dit l'aimer. Fatigué de vivre dans une relation qui ne respecte que ses éclats, jamais sa raison. Et alors, il s'efface, pas en volume, mais en âme. Ce qui reste n'est plus un partenaire, ni un méchant, ni même un homme à part entière. Ce qui reste est une ombre, une version de lui-même encore debout, mais qui ne croit plus en l'homme qu'il était. Une version qui n'exprime ses émotions que sous la pression, qui ne hausse le ton que lorsqu'il est acculé, qui ne se sent vu que lorsqu'il devient ce qu'il n'a jamais choisi d'être. Alors, la prochaine fois que vous verrez un homme devenu froid, ne demandez pas ce qui a craqué en lui. Demandez ce qui a été réduit au silence tant de fois que sa chaleur a cessé de revenir. Car parfois, les monstres ne sont pas créés par la violence. Ils sont façonnés par l'extinction progressive de ce qu'ils étaient. Il n'a pas voulu changer. Il a résisté plus longtemps que quiconque ne le sait. Il a tout essayé, l'humour, espérant que le rire ouvrirait ses oreilles, le timing, attendant un moment parfait qui n'arrivait jamais, l'empathie, pensant que s'il la comprenait assez, elle le comprendrait en retour. Il s'est plié en quatre, dans toutes les versions possibles de l'inconfort poli, juste pour ne pas sembler trop exigeant. Et pourtant, rien. Aucun changement, aucune reconnaissance, aucune réponse. Elle ne l'entendait pas vraiment, car le calme ne s'enregistrait pas. La douceur ne perçait pas, mais le système nerveux ne reste pas éternellement en attente. À un moment, il s'adapte, non pas à ce qu'on valorise, mais à ce qui fonctionne. Et quelque part, dans cette longue période de négligence, son cerveau a fait un calcul. Une équation primitive, inscrite dans l'évolution. La colère provoque une réponse. Pas du respect, pas de l'amour, juste une réaction. Et c'était suffisant. Ça a commencé doucement, pas par des cris, mais par une tension dans sa mâchoire quand elle levait les yeux au ciel. Pas par de la violence, mais par des réponses sèches et un silence glacial à la place de l'affection.
Il devenait réactif, car rien d'autre ne donnait de résultat. Bienvenue dans l'algorithme de la colère. Un processus psychologique tragique où la communication calme d'un homme est remplacée par une intensité croissante. Pas parce qu'il veut l'intensifier, mais parce que l'escalade est le seul langage qui attire l'attention. Ça se passe ainsi, une demande calme, ignorée, un rappel doux, rejeté, une limite ferme, moquée, de la frustration, accueillie par une attitude, un éclat, et soudain, elle écoute. Et c'est là le piège. Car au moment où elle répond enfin, au moment où elle reconnaît sa douleur, même avec confusion ou inconfort, la boucle se referme. Il ne se sent pas mieux, mais il se sent entendu. Et après des mois de famine émotionnelle, être entendu ressemble à un festin. Il suffit d'un seul moment comme celui-ci pour modifier complètement sa vision de la communication. Désormais, son système nerveux ne fait plus confiance à la douceur. Il l'associe à l'ignorance. Il ne fait plus confiance à la patience. Il la relie à l'impuissance. Il sait que ce n'est pas lui. Il le ressent profondément. Une guerre silencieuse commence à faire rage en lui. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas comme ça. Mais c'est la seule façon qu'elle m'entende. Et cette guerre commence à déteindre sur tout. Son ton, son regard, sa posture, son identité. Car une fois que le système nerveux d'un homme associe la colère à la validation, ce ne sont pas seulement ses émotions qui changent. C'est son caractère qui est réécrit. La tragédie, c'est qu'il n'est pas fier de ce nouveau langage. Il déteste la sensation que ça lui procure. Il s'entend quand il hausse la voix, et il tressaille intérieurement. Mais ça a fonctionné. C'est tout ce dont son système nerveux avait besoin pour s'en souvenir. Alors, la colère revient, non parce qu'il la veut, mais parce qu'elle donne des résultats. Elle lui a appris ça, pas avec des mots, mais avec son silence. Et maintenant, elle écoute enfin, mais seulement la version de lui qu'il n'a jamais voulu devenir. Alors, posez-vous la question, que devient un homme quand il n'est entendu que lorsqu'il brise le code sur lequel il a bâti sa vie? Car une fois que la colère devient le pont, on ne peut le traverser sans se brûler. Il n'a jamais voulu que cette version de lui-même existe. Mais elle vit désormais en lui. La gentillesse qui le définissait autrefois ne fonctionne plus. La voix douce, le cœur ouvert, le ton réfléchi sont devenus invisibles. Seule sa colère attire l'attention. Seul son feu perce le brouillard. Et même s'il déteste cette chaleur, il a appris à en dépendre. Ça donne des résultats. Ça l'a fait arrêter de défiler son écran. Ça la force à croiser son regard avec une véritable urgence. Ça l'oblige à le voir. Mais chaque fois qu'il hausse le ton, une part de lui s'éteint. Un fragment de l'homme qu'il était s'efface. La nuit, quand la pièce est silencieuse et que la guerre s'apaise, il se regarde dans le miroir et ne reconnaît plus l'homme qui le fixe. Ses yeux sont plus froids, ses épaules plus lourdes, sa mâchoire reste crispée, même dans le sommeil. Dans ce reflet, il voit quelqu'un qu'il n'a jamais autorisé à exister. C'est la transformation dont personne ne parle. Pas un homme qui devient mauvais, mais un homme qui devient méconnaissable. Un homme qui sursautait autrefois au son des voix élevées, et qui maintenant les utilise. Un homme qui avait juré de ne jamais effrayer quelqu'un, et qui maintenant voit sa partenaire tressaillir quand il se lève trop vite. Il est devenu tout ce qu'il jugeait autrefois. Tout ce qu'il pensait ne jamais devenir. Et le pire, c'est qu'il se souvient comment tout a commencé. Il se rappelle sa patience, sa chaleur, sa disponibilité émotionnelle. Tout cela accueilli par de l'indifférence. Tout cela gâché. Cette version de lui semble aujourd'hui un mythe, un rêve auquel il n'a plus accès. Il a été conditionné à abandonner sa compassion, tiré, une supplication ignorée à la fois, vers un rôle qu'il n'a jamais voulu jouer. La honte est profonde. Pas le genre de honte qu'on confesse, mais celle qu'on enfouit. Comment dire à quelqu'un qu'on déteste le son de sa propre voix quand on se dispute, mais que c'est la seule chose qui pousse l'autre à écouter? Comment expliquer que son propre ton nous effraie, mais que le silence de l'autre fait encore plus peur? C'est là que le monstre prend racine, pas dans la rage, mais dans le ressentiment. Pas envers elle, mais envers la version de lui-même qui n'a pas su la faire réagir. Le souvenir de qui il était devient douloureux. Alors, il cesse de s'en souvenir. Il s'adapte. Il joue le rôle. Il devient ce qui fonctionne, pas ce qui est juste. Désormais, chaque mot calme semble faux. Chaque geste tendre semble forcé. Il connaît le script, mais le rôle ne lui va plus.
car l'homme qui menait avec raison survit désormais par la force. Il ne se sent pas puissant. Il se sent puni pour ne pas être devenu ainsi plus tôt. Et elle dit encore qu'elle regrette l'ancien lui, celui qu'elle a ignoré pendant des mois, celui qui murmurait jusqu'à ce qu'il craque. Mais maintenant, elle ne voit que les conséquences et les désigne comme la cause. Elle se demande ce qui lui est arrivé, sans réaliser qu'elle a cessé d'écouter bien avant qu'il ne commence à crier. Alors, posez-vous la question, que devient un homme quand il doit devenir la seule chose qui force le monde à lui prêter attention? Il devient le monstre qu'elle a construit et l'homme qu'il ne peut plus pardonner. Une fois qu'un homme réalise qu'il a été reprogrammé, conditionné à abandonner la voie calme en laquelle il croyait, il se trouve à un carrefour psychologique. 3 chemins s'offrent à lui, aucun n'est facile, tous sont irréversibles à leur manière. Et le chemin qu'il choisira définira non seulement l'avenir de sa relation, mais la trajectoire de son caractère. Le premier chemin, c'est de s'abandonner totalement. Il embrasse la colère, non comme un outil, mais comme une identité. Les éclats émotionnels, autrefois rares et douloureux, deviennent sa norme. Il n'explique plus, il exige. Il ne demande plus à être vu, il impose sa présence. Ce qui commençait comme un acte de désespoir devient une domination. Avec le temps, la bête oublie qu'elle a un jour été douce. C'est ce que Jung appelait la possession par l'ombre, quand la part sombre et refoulée de la psyché engloutit le moi conscient. Il devient intimidant, froid, émotionnellement armé. Et, tragiquement, ça fonctionne. Elle le craint, le respecte, se conforme. Mais ce n'est plus un homme qu'elle voit. C'est un monstre qu'elle a contribué à réveiller. Le prix? Il perd l'homme qu'il admirait autrefois dans le miroir. Le second chemin est plus discret, mais tout aussi destructeur. Cet homme se retire complètement du conflit. Pas par faiblesse, mais par épuisement. Il se ferme émotionnellement, spirituellement, psychologiquement. Il arrête d'aborder les sujets, d'exiger d'être entendu, d'essayer tout court. Il devient un fantôme dans sa propre relation, présent physiquement, absent dans son âme. Jung décrirait cela comme un retrait de l'anima, la répression de l'énergie émotionnelle, de la créativité, de la douceur. En surface, tout semble paisible. Mais sous ce calme, c'est la pourriture, du ressentiment enfoui, de la déception étouffée, une lente fuite de l'estime de soi. Le prix? Il perd sa voix et s'apprend que ses besoins n'ont pas d'importance. Et puis, il y a le chemin le plus rare. L'homme qui voit le système, qui réalise qu'un amour basé sur le volume est un amour basé sur la violence. Alors, il choisit ni la colère ni le silence, mais la distance. Il s'éloigne, non par haine, mais par respect pour la version de lui-même qu'il refuse d'abandonner. Cet homme dit, « Si je dois crier pour être respecté, je suis au mauvais endroit. » Il ne l'attend pas pour qu'elle change. Il ne la punit pas. Il part, parce que son âme n'est pas négociable, pas plus que son caractère. Le prix? Il peut perdre quelqu'un qu'il a aimé. Mais il conserve la seule chose que les 2 autres chemins sacrifient, lui-même. Alors, quelle version de l'homme survit? Celle qui s'adapte pour être entendue, ou celle qui refuse de devenir méconnaissable? Car au final, on ne perd pas seulement des relations dans ses choix. On perd des morceaux de son identité. Elle n'a pas cherché à le briser. Elle n'a jamais pensé, aujourd'hui, je vais ignorer l'homme qui m'aime jusqu'à ce qu'il craque. Ce n'était pas calculé. Ce n'était pas cruel. C'était inconscient. Car ce qui transforme un homme calme en monstre émotionnel, ce n'est pas toujours de la maltraitance au sens classique. Parfois, c'est juste du bruit émotionnel. Les femmes modernes vivent dans une surcharge mentale, messages, notifications, choix incessants, jonglage émotionnel, et un monde qui ne s'arrête jamais d'exiger. Dans ce chaos, la voix calme d'un homme, respectueuse, patiente, émotionnellement maîtrisée, peut sembler un murmure dans un ouragan. Pas parce qu'elle est sans importance, mais parce qu'elle ne crie pas l'urgence. C'est la tragédie de la communication émotionnelle aujourd'hui. Son cerveau ne perçoit pas le calme comme critique. Il perçoit le volume comme une menace. Et une menace attire l'attention. C'est un câblage évolutif. Pendant des milliers d'années, l'intensité émotionnelle signifiait un danger, un feu, un prédateur, une tribu en péril. Alors, quand un homme hausse enfin la voix, son système nerveux le prend au sérieux. Pas par respect, mais par peur. Elle réagit. Elle écoute.
Elle répond, mais pas à l'homme lui-même, au volume émotionnel du moment. Et c'est là que les dégâts commencent. Sans le vouloir, elle lui apprend que s'il n'intensifie pas, il restera invisible. Pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle veut le détruire, mais parce que son système d'attention est piraté par l'intensité. Ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'à chaque fois qu'elle écoute après l'explosion, elle renforce le comportement qu'elle dit détester. Et maintenant, ils sont tous deux piégés. Il n'est entendu que lorsqu'il devient quelqu'un qu'il méprise. Elle ne ressent l'urgence que lorsqu'il devient quelqu'un qu'elle craint. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie réactive. Et aucun des deux ne sait comment arrêter. Car ce n'est pas une histoire d'agressivité masculine ou de manipulation féminine. C'est une histoire de deux systèmes nerveux qui se sont accidentellement appris les pires façons de rester connectés. Avant d'attribuer des torts, avant de le qualifier de monstre ou d'émotionnellement indisponible, posons une question plus difficile. Quel monde émotionnel avons-nous construit, où le calme est oublié et le chaos est la seule langue que tout le monde comprend? Tant que nous n'y répondrons pas, les hommes bons continueront de devenir bruyants, et les femmes bonnes continueront d'écouter trop tard. Il fut un temps où le calme signifiait la force. Un homme qui parlait lentement, clairement, avec intention, était vu comme ancré, pas faible. Un homme qui refusait d'escalader était qualifié de sage, pas de passif. Mais ce temps s'efface. Nous vivons désormais dans une ère d'inflation émotionnelle, où le calme est bon marché et le volume coûte cher. Dans cette nouvelle économie émotionnelle, on n'est pas entendu pour être stable. On est entendu pour être bruyant. Le respect est devenu réactif. L'attention, conditionnelle. Et le calme, une monnaie dévaluée. L'homme discret, patient, émotionnellement posé, autrefois rare et révéré, est aujourd'hui invisible. Car l'inflation émotionnelle signifie que le même coût émotionnel n'apporte plus le même retour. Avant, exprimer calmement sa douleur suffisait. Maintenant, il doit hausser le ton, durcir ses mots, juste pour être pris au sérieux. Et ça ne détruit pas seulement les relations, ça reprogramme les hommes de l'intérieur. Avec le temps, deux chemins émergent, l'extrême émotionnel ou l'absence émotionnelle. Certains hommes deviennent plus bruyants, non parce qu'ils aiment le conflit, mais parce que c'est la seule façon qu'on leur a appris pour exister. D'autres se taisent, non parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ont appris que le dire ne change rien. Et les deux issues sont tragiques. Car qu'un homme explose ou disparaisse, ce qui est perdu, c'est l'entre-deux, le communicant posé, respectueux, qui croyait que son calme avait du sens. Alors, posons une question plus sombre. Que devient une société où la douceur est punie et la sensibilité traitée comme un bruit de fond? Quel avenir construisons-nous quand les seules personnes auxquelles nous répondons sont celles qui élèvent la voix ou disparaissent complètement? Car dans un monde où la paix émotionnelle est ignorée, seul le chaos survit. On ne se réveille pas un matin avec son identité effacée. Ça arrive lentement, conditionné, façonné, renforcé, un silence à la fois. Mais voici une vérité que peu d'hommes entendent. Vous n'avez pas à attendre d'être en colère pour commencer à vous protéger. Dès que vous devez expliquer la même chose deux fois et qu'elle ne vous entend toujours pas, soyez attentifs. Ce n'est pas un incident isolé. C'est un schéma. Quand votre ton devient plus calme et que ses oreilles se ferment, c'est la première fissure dans les fondations. Car le conditionnement ne ressemble pas toujours à de la maltraitance. Parfois, il ressemble à de la déception. Mais une déception ignorée assez longtemps devient de la déchéance. La seule façon d'arrêter cette transformation, c'est de reconnaître le système avant qu'il ne vous reprogramme. Et ça commence par quelque chose qu'on n'enseigne jamais aux hommes, les limites. Pas des murs, pas des ultimatums, mais des garde-fous internes qui disent « Je ne deviendrai pas quelqu'un que je ne respecte pas juste pour rester connecté à quelqu'un qui ne me respecte pas. » Les limites ne sont pas une punition. Elles sont une protection. Elles sont la ligne sacrée entre soi et l'auto-érasure. Car quand vous vous taisez pour préserver la paix, vous ne perdez pas seulement l'argument, vous perdez votre reflet. Vous vous apprenez que votre voix crée du conflit, que vos besoins sont encombrants, que votre honnêteté est le problème. Et une fois que vous commencez à croire cela, vous commencez à disparaître. Reprendre possession de soi commence tôt. Ça commence au moment où elle rit de quelque chose qui compte pour vous, et que vous dites « ce n'était pas acceptable ». Ça commence la première fois que vous exprimez un besoin, qu'elle le minimise, et que vous lui faites savoir « si ça continue, je ne resterai pas ».
Ça commence par des sorties anticipées, le courage de partir, non par colère, mais parce que votre âme sait que cet environnement est incompatible avec votre intégrité. Car parfois, le geste le plus fort qu'un homme puisse faire n'est pas de rester et d'endurer, mais de partir tant qu'il se reconnaît encore. Ce n'est pas une question de la blâmer. Ce n'est pas une question de punir qui que ce soit. C'est refuser de vous trahir en silence. Vous n'êtes pas là pour mendier de l'attention. Vous n'êtes pas là pour crier juste pour être entendu. Vous n'êtes pas là pour vous laisser pourrir en silence pendant que quelqu'un prétend vous aimer. Vos valeurs ne sont pas négociables. Votre voix calme n'est pas une faiblesse. Votre patience n'est pas de la passivité. Votre clarté émotionnelle n'est pas jetable. Mais si vous ne la protégez pas, le monde vous apprendra à l'abandonner et vous applaudira quand vous le ferez. Alors, brisez le sortilège tôt. Choisissez l'inconfort plutôt que la destruction. Choisissez la solitude plutôt que la trahison de votre âme. Choisissez la version de vous qui croit encore que la douceur est une force et sait comment la protéger. Car une fois que vous êtes brisé au point de devoir crier pour exister, vous avez déjà perdu la bataille la plus importante, celle qui se joue en vous. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où le miroir devient un champ de bataille. Pas entre ce qu'il est et ce qu'il veut être, mais entre ce qu'il est devenu et ce qu'il n'a jamais voulu devenir. Car maintenant, vous connaissez la vérité. Vous n'avez pas craqué. Vous avez été façonné, conditionné, entraîné. Ils ne l'ont pas fait avec cruauté. Ils l'ont fait avec le silence, l'indifférence, le genre de négligence qui ne laisse pas de bleu, mais qui vous défigure émotionnellement. Vous étiez autrefois l'homme qui parlait doucement, qui guidait avec patience, qui demandait sans exiger. Mais chaque fois que votre calme était ignoré et que votre colère était récompensée, on vous a appris à l'abandonner. Et maintenant, vous voilà, plus dur, plus froid, plus silencieux ou plus bruyant, mais jamais vraiment en paix. Alors, vous faites face à un choix que personne ne voit sauf vous. Continuerez-vous à être l'homme qu'ils ont façonné, ou vous battrez-vous pour redevenir l'homme que vous étiez? Car devenir un monstre n'a jamais été votre plan. Mais rester un monstre, c'est un choix que vous seul pouvez faire. Vous ne devez votre autodestruction à personne. Ni au nom de l'amour, ni au nom du lien, et encore moins au nom de la paix. Vous vous devez de revenir à la voie en laquelle vous aviez confiance, au calme qui vous centrait, à la version de vous qui n'était pas parfaite, mais qui était entière. Ils vous ont transformé en cela. Mais vous seul pouvez choisir de rester ainsi. Et peut-être que c'est là le véritable test de la force. Pas à quel point vous pouvez être bruyant pour être entendu, mais à quel point vous protégez férocement les parties de vous qui n'étaient jamais censées être perdues. Si ce texte fait écho à votre guerre silencieuse, partagez-le. Car quelque part, un autre homme bon commence à se taire. Et il a besoin d'entendre ceci avant que sa voix ne devienne une arme au lieu d'un chemin pour se retrouver.